La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 11 octobre 2024, dont voici les titres. Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz restent candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Les recours portant demande d'annulation des candidatures suscitées ont été déclarés irrecevables par le Conseil constitutionnel. Le Centre de formation professionnelle et technique CFPT Sénégal-Japon fête ses 40 années d'existence. La célébration a eu lieu ce vendredi en présence du Premier ministre Ousmane Sonko qui a profité de cette occasion pour rappeler l'importance du capital humain et de la formation professionnelle. Sport football, le Sénégal joue présentement la première phase de la double confrontation face au Malawi. Les Lions reçoivent les Flammes au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la 3e journée comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le résultat du match qui se joue présentement dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Conseil constitutionnel a finalement rejeté les 2 recours déposés contre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Les 7 sages ont déclaré irrecevables les 2 requêtes pour cette décision qui est sortie ce 10 octobre. La tête de liste donc de PASTEF et celle de Sam Sakadou vont pouvoir participer à ces élections législatives. Suivons les détails avec Aïssatou Ba. Fin de suspense, l'attente a été longue, mais le Conseil constitutionnel vient de statuer sur les 2 recours contre les candidatures de Ousmane Sonko, tête de liste de PASTEF, et de Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sam Sakadou. Les 7 sages ont déclaré les requêtes irrecevables, affirmant que les éléments avancés par Serigne Modou Dieye contre Barthélémy Diaz ne relevaient pas des dispositions qui permettent une telle contestation. Le Conseil a rappelé que l'article L0182 qui régit les critères d'inéligibilité des candidats aux élections législatives confère exclusivement au ministre chargé des élections la compétence pour saisir le Conseil constitutionnel sur cette question. Faute de cette saisine par l'autorité compétente dans le délai légal, la candidature de Barthélémy Diaz a été validée. Pour Ousmane Sonko, la décision du Conseil constitutionnel s'étend implicitement à toute candidature relevant des mêmes dispositions légales. Ainsi, en l'absence d'une saisine du ministre chargé des élections dans les délais prescrits et conformément à l'article L0182 du Code électoral, la candidature de Ousmane Sonko a été également jugée valide. Avec la multiplication des nouvelles technologies telles que les robotiques et l'intelligence artificielle, les données personnelles ont tendance de plus en plus à ne plus être respectées. C'est pourquoi la Commission de protection des données personnelles CDP a tenu un atelier de mise à niveau du projet de loi portant sur la protection des données personnelles et de son décret d'application. La CDP se dit prête à intervenir dans tous les cas où la violation des données personnelles est constatée, quel que soit le canal utilisé. Ousmane Chongan, président de la commission, s'est exprimé au micro de Astou Sow et d'Ousmane Biteye. Depuis 2019, la CDP avait commencé à initier une réforme des textes relatifs à la protection des données, et ces textes-là ont eu un parcours assez long dans le passé. Mais je voudrais dire aujourd'hui que, compte tenu de tous ces facteurs-là précités, la CDP voudrait présenter de nouveaux textes, un projet de loi sur la protection des données personnelles, un décret également qui permettront désormais d'intégrer les innovations, mais également de renforcer la protection des données des citoyens. Toutes ces avancées technologiques-là renferment en elles-mêmes souvent des difficultés par rapport aux citoyens, par rapport au respect
de la protection des données personnelles, mais également à la vie privée du citoyen. Les données personnelles, schématiquement, c'est ce qui vous identifie, votre prénom et nom, votre photo, votre vidéo, votre empreinte digitale, etc., etc. Tout ça, ce sont des données personnelles et la CDP veille à la collecte et à la protection de ces données personnelles. C'est pourquoi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la presse écrite, sur d'autres canaux, quel que soit le canal utilisé, tant qu'il y a violation, la CDP peut agir, peut également essayer de faire de telle sorte que le citoyen retrouve tous ses droits. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar devrait rouvrir ses portes bientôt. Pourtant, pendant ce temps, le coût de rencontre d'énormes difficultés financières selon Abdoulaye Faye. L'État du Sénégal n'a pas encore versé les 10 milliards restants qu'il doit au COUD. Une situation qui, selon lui, risquerait d'engendrer de fâcheuses conséquences allant jusqu'à fausser la date du 19 octobre prévue pour l'ouverture du campus social. Le membre du syndicat Saïtou a été joint par téléphone par Amsatou Gano. Oui, parce que le budget du COUD s'élève à 30 milliards et l'État avait déjà décaissé 20 milliards, ça restait 10 milliards. Jusqu'au moment où je parle, l'État n'avait pas versé les 10 milliards. C'est pourquoi les mois qui vont venir comme ça, ce serait très difficile pour payer les salaires. Oui, l'ouverture du campus, absolument. Vous connaissez les travaux parce qu'on avait vu il y a 2 ans, on avait loué Khelcom Bass et on payait vraiment des millions par mois pour restaurer parce que les 3 restaurants au campus ne peuvent plus contenir le nombre d'étudiants qu'on a orientés à l'ICAD. Et fort de cela, le nouveau directeur, lorsqu'il est venu, oui, il voyait les queues énormes, il entrait dans les restaurants, voire même les gars mangeaient par terre. Oui, il est obligé de discuter avec les repreneurs pour augmenter des autres salles. Chaque restaurant, aussi bien self que central, on a augmenté certaines salles pour permettre de capter vraiment le nombre d'étudiants qui ressortent, essayer de les mettre dans de bonnes conditions. Parce que le fait de construire un autre restaurant, ça peut prendre du temps. Parce qu'il y avait un restaurant de 3000 places qu'on avait démarré, mais il y a la nappe qui est profond et tout, et on n'arrive pas à terminer le chantier. Vraiment, le directeur actuel d'Enemboy a essayé d'augmenter les salles dans chaque restaurant. C'est pourquoi l'ouverture ne pouvait pas se tenir. C'est lié à des grands travaux que le directeur est en train de faire au campus pour répondre aux aspirations des étudiants. Les 40 ans d'existence du Centre de formation professionnelle et technique CFPT Sénégal-Japon est célébré ce vendredi 11 octobre en collaboration avec l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Cette cérémonie qui visait donc à renforcer davantage les relations entre le Sénégal et le Japon. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que l'ambassadeur du Japon au Sénégal, le chef du gouvernement qui a d'ailleurs mis l'accent sur l'importance du capital humain ainsi que la formation professionnelle pour le développement du pays dans son discours. Suivons-le au micro de Ndélen Ndiaye et de Boubacar Diagne. Elle se présente pour nos pays. Vous avez dit que le Japon, ce que nous savions déjà, ne disposait d'aucune ressource naturelle pratiquement, et qu'il a pu compter particulièrement sur un facteur important qui est le capital humain, pour être aujourd'hui parmi les 5 économies les plus importantes du monde. Cela doit nous interpeller, nous, Africains et nous, Sénégalais, puisque nous disposons d'énormément de ressources naturelles, du pétrole, du gaz, du zircon, des ressources halieutiques, des terres arables, de la ressource solaire et halieutique en abondance. Nous n'avons pas un climat hostile, nous n'avons pas des hivers extrêmement durs. Nous ne sommes pas confrontés à certains problèmes géographiques. Et qu'est-ce qui justifie dès lors que nous soyons là où nous en sommes et que le Japon en soit là où il en est? C'est cette problématique qui nous interpelle quand j'étudie le modèle japonais, quand j'observe le modèle japonais.
Et la réponse se trouve simplement en 2 ou 3 choses. Le développement doit être porté par un leadership éclairé, patriotique et intègre. Le développement doit ensuite être porté par des ressources humaines de qualité. On doit former, ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Mais le développement, c'est aussi un état d'esprit. Et tout à l'heure, on nous a présenté l'esprit Kaizen, qui est un esprit dont nous devrions nous inspirer, qui renvoie à la discipline, à l'organisation et à la fixation sur les objectifs qu'on s'est assignés. Le ministère de l'Agriculture a organisé ce vendredi un atelier de lancement pour l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique. Une rencontre qui a regroupé des agriculteurs, des marailleurs et d'autres acteurs pour aller vers une souveraineté alimentaire. L'événement a été présidé par le ministre de tutelle, Dr Mabouba Diagne. Le compte-rendu est signé Mansour Djassé et Serignan. La modification de la loi d'orientation silvopastorale, le projet est lancé et vise à donner aux pêcheurs et aux paysans leur dignité pour vivre de leur métier. Que la priorité de notre priorité, c'est l'agriculture familiale, c'est le pastoralisme, c'est les petits éleveurs, c'est parce que c'est eux qui nous 90% de la population du Sénégal. Il m'a plaît de souligner que ce projet de loi en cours d'actualisation s'inscrit en parfaite cohérence avec le projet du développement agro-silvopastoral et halieutique proposé par son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce projet vise à redonner aux producteurs, aux éleveurs, leur autonomie et à leur permettre de vivre dignement de leur métier. Ainsi, la matérialisation de la souveraineté alimentaire prônée par les autorités passe par un plan bien ficelé au profit des acteurs. La représentante de ENDA demande plus de considération pour le monde paysan. Je les invite, encore une fois de plus, à dessiner une vision de politique agricole pour le Sénégal, pour une fois. Et là, c'est arrivé à faire de sorte que ce foncier-là, qu'il soit disponible pour les agriculteurs qui sont en mesure aujourd'hui d'assurer cette souveraineté alimentaire et créer l'emploi. Au niveau de l'élevage, le foncier pastoral doit être sécurisé. Il ne faudrait pas aussi que chacun se lève parce que c'est le foncier pastoral, je peux découper et faire ce que j'en veux. Non, ça suffit. Dans la foulée, le ministre annonce des réformes foncières pour une bonne gestion et une répartition équitable des terres. On est en train de faire de définir une réforme foncière. Et cette réforme foncière va au-delà des terres seulement. Il faudrait la réforme, mais dans le sens aussi d'avoir une transition agroécologique. Donc, et vous allez voir que sur les nouvelles orientations, on parlera de réforme foncière, on parlera de formation, on parlera de formalisation, on parlera de production, on parlera de transformation et on parlera de l'accompagnement du paysan, de l'éleveur, de l'artisan dans toute la chaîne de valeur. Cet atelier de lancement de la loi d'orientation agro-silvopastorale, organisé et présidé par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage ce vendredi, s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à atteindre la souveraineté alimentaire. Et puis l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP qui a organisé également une journée de concertation sur le secteur postal, les perspectives du secteur postal donc dans le contexte des technologies émergentes et de l'ouverture à la concurrence était le thème de la rencontre. Les acteurs ont formulé des recommandations à l'issue de cette journée, des recommandations donc qui alimenteront le plan d'action de l'ARTP. Maguette Khan, directeur général de la Poste, est au micro de Amsatou Gano. Ces dernières années, il fait face à une érosion de ses sources de revenus et à une disruption de ses métiers de base. Cette tendance lourde observable dans le secteur crée de nouveaux défis pour le régulateur, notamment en termes de surveillance des marchés, de lutte contre les pratiques déloyales et anticoncurrentielles, du respect des cahiers des charges et des mesures contre la baisse des parts de marché en raison de l'exercice d'activités informelles. C'est en ce sens que la rencontre d'aujourd'hui vient à son heure et constitue un jalon important dans la réflexion collective qui doit être menée sur l'avenir de notre secteur. Mesdames et messieurs, après un bref rappel de ces éléments de contexte,
Permettez-moi de faire quelques constats sur l'état de la régulation du secteur et d'en tirer quelques observations majeures. D'abord, la non-prise en compte des mutations du numérique. Le développement exponentiel du numérique, avec l'augmentation du taux de pénétration du mobile et de l'Internet, ainsi que l'explosion des transactions économiques, doit être pleinement intégré dans les stratégies de régulation. L'absence de révision de la régulation pour s'adapter à ces réalités freine l'essor du secteur. Ensuite, il y a l'obsolescence des textes en vigueur. Les textes actuels sont en décalage avec la réalité du marché. Ils ne permettent pas d'encadrer efficacement les nouveaux services postaux, ni de protéger de manière adéquate les acteurs historiques tels que la Poste face à la concurrence. L'actualité internationale en bref, ce jeudi 10 octobre, l'ouragan Milton parcourt la Floride, affaibli en catégorie 1, mais toujours très dangereux, privant de courant 3 millions de foyers et provoquant des inondations 2 semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène. Des vents atteignant 165 km/h ont été enregistrés dans la soirée du 9 octobre, mettant en garde contre les risques de submersion, arbres déracinés, toits arrachés, rues inondées. Tel est le décor laissé par l'ouragan Milton après son passage. À présent, sport, parlons du match Sénégal-Malawi qui se joue présentement. Le Sénégal, donc, qui joue présentement la première phase de la double confrontation face au Malawi. Les Lions, avec à leur tête le duo Pape Thiaw et Teddy Pellerin, reçoivent les Flammes au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Pour le moment, le Sénégal, donc, qui mène au score 1-0, but de Pape Gueye, et puis ils viennent d'entamer la seconde période de ce match. Rappelons que le Sénégal avait concédé le nul à domicile face au Burkina Faso lors de la première journée le 6 septembre dernier, un but partout suivi d'une victoire contre le Burundi, 1-0. C'était le 9 septembre, ce qui installe donc le Sénégal à la 2e place du groupe derrière le Burkina Faso qui avait battu le Malawi 3-1 lors de la 2e journée et qui a également battu tout à l'heure le Burundi 4-1. Le Burkina donc qui garde sa place de leader du groupe L si le score du match Sénégal-Malawi n'évolue pas, et le Sénégal donc qui restera à la 2e place avec le même nombre de points que le leader en attendant sa 4e journée prévue ce mardi 15 octobre et l'équipe va se déplacer au Malawi. Bonne chance aux Lions de la Teranga et c'est ce qui met un terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir et Juma Moubarak.